Salut les fous du volant, on est ravis de vous retrouver après ce 9e Grand Prix de la saison en Catalogne, le Grand Prix d'Espagne qui mettait un terme le week-end dernier à ce triple header, ces 3 épreuves consécutives qui donc nous ont emmenés à Imola, à Monaco et donc à Barcelone et qui s'est soldé par une victoire de Oscar Piastri et même un doublé de McLaren puisque Lando Norris a pris la 2e place. Charles Leclerc complète le podium. Stéphane, ce qui a fait le plus parler après ce Grand Prix, c'est évidemment l'accrochage entre Max Verstappen et George Russell. On peut peut-être se demander si c'est pas le retour de Dark Verstappen. Mad Max. Exactement, on a toujours le choix entre Max Star Wars pour les plus anciens. Exactement, moi je suis beaucoup plus jeune de Formule 1. Alors ça sera évidemment le premier sujet qu'on va évoquer aujourd'hui. On va aussi parler de Lewis Hamilton. On avait débuté ce triple header justement en parlant du doute des tifosi qui se demandaient quand même si c'était vraiment le bon choix pour la Scuderia d'avoir recruté Lewis Hamilton. Et on a le sentiment, on va vous confier pourquoi, et que finalement le doute maintenant il est peut-être du côté de Lewis Hamilton qui dit à la radio dans le tour de décélération quelque chose ne va pas avec cette voiture. On parlera du doute de Lewis Hamilton, on fera le point. Tu voudrais dire que ça serait situé entre le volant et l'appui-tête? Ça serait effectivement un peu de ce genre-là. Et puis on va parler également de nos Français. Vous nous l'avez demandé sur YouTube, sur notre page YouTube des fous du volant. On va faire un petit bilan, ça fait 9 Grands Prix depuis le début de la saison. On va parler des Français avec un bleu, premier des bleus. C'est comme ça qu'on appelle un débutant aussi, un bleu. C'est Isaac Hadjar qui est le mieux placé des Français au championnat. On reviendra sur la situation de chacun de nos 3 Français. Et puis, dans les dernières minutes, on se projettera sur le Grand Prix du Canada qui nous attend pour la 10e épreuve. On débute donc avec Max Verstappen, le retour de Mad Max ou alors le retour de Dark Verstappen, c'est comme vous voulez. On va surtout s'intéresser à cette action au 64e tour sur les 66 que comptait le Grand Prix après l'intervention de la voiture de sécurité. Max Verstappen qui se retrouve donc en pneus durs face notamment à un Charles Leclerc qui est beaucoup mieux équipé en pneumatique. Il est en médium, Charles, pour terminer, ou en soft? Je ne sais même plus. Et en tout cas, il ne peut pas faire concurrence au Monégasque. Il y a un petit contact au bout de la ligne droite, mais Charles Leclerc prend la 3e place. George Russell qui essaye de s'infiltrer touche à son tour Max Verstappen qui là commence à bouillir. L'équipe Red Bull demande à Max Verstappen de céder finalement cette 4e place à George Russell. Et là, dans le virage numéro 5, alors que Max Verstappen semble laisser passer le Britannique, eh bien il réaccélère et il y a contact entre les deux. Alors, première chose, il y a eu un message d'excuse de la part de Max Verstappen, ce qui est d'ailleurs assez rare, Stéphane. On va commencer par ça. Max Verstappen qui, finalement, quelque part, avoue un petit peu sa faute et qui, fait amende honorable. Je vais vous lire ce qu'il a mis. C'était sur Instagram. On a eu une stratégie intéressante, une belle course à Barcelone jusqu'à l'intervention de la voiture de sécurité. Notre choix de pneus et quelques manœuvres après la relance de la course ont alimenté ma frustration, conduisant à une manœuvre inappropriée qui n'aurait pas dû être. Je donne toujours tout pour l'équipe et les émotions peuvent être fortes. On gagne parfois ensemble, on perd parfois ensemble. Rendez-vous à Montréal. C'est presque un mot d'excuse de la part de Max Verstappen. C'est la morale de l'histoire, ça, de Max Verstappen. C'est-à-dire qu'il présente ses excuses à son équipe. Ah, ok. Moi, je pensais qu'il téléphonerait à Toto Wolff, à George Russell, qui l'a tamponné, et qu'il leur dirait qu'il s'est comporté de façon un peu stupide. Ça peut arriver, chacun a ses moments où il y a de la surchauffe et voilà. Mais en fait, on est sauvé puisqu'en fait, il s'est excusé auprès de Red Bull, mais à l'arrivée, il n'assume pas son geste puisqu'il dit on ne va pas en parler. Et il attend le lendemain pour poster quelque chose
sur les réseaux sociaux. Et puis Horner nous dit que tout va bien dans le meilleur des mondes, puisqu'il a présenté ses excuses à Red Bull. Mais je le répète, alors il n'est pas à l'aise avec Russell, qu'il a menacé physiquement l'année dernière. Mais le minimum, c'est ça au moins. Alors, il y a quelque chose qui me fascine encore plus, c'est qu'il est quand même pilote du jour. Max Verstappen, est-ce que c'est un bon message envoyé à la Formule 1 ? Ça aussi, c'est ce que je me demande. Ça, le choix, il est toujours fait quelques tours avant l'arrivée. Exactement, et J.P. C'est la limite du truc. Franchement, qui fait presque la course de sa vie. Et puis, on prend quelqu'un comme ça veut dire qu'il faut peut-être clore le vote au dernier moment. Mais bon, il y a quelque chose que je ne comprends pas bien là-dedans, mais c'est pas très grave. Mais c'est plutôt sur le coup, je me dis, bon, ça vaut une suspension. Il n'a plus beaucoup de points sur sa super licence. Il va prendre quelques points et puis il va être suspendu. Et par rapport à ça, je me dis, c'est quelqu'un qui ne sait toujours pas gérer ses émotions. Depuis le début de la saison, il était quand même assez calme à la radio parce qu'il fallait jouer serré. Et là, quelque chose lui échappait. Alors, j'ai regardé un petit peu les fois précédentes où il avait eu des pénalités en termes de points. Et l'année dernière, j'avais dit qu'il s'était comporté comme un petit caïd à Mexico. Franchement, c'était honteux par rapport à Lando Norris, qu'il a sorti mais 2 fois, clairement. Et là, c'est pareil, sans trop s'apesantir sur ce qui s'était passé, ce qu'il avait fait à l'arrivée. Et en fait, il avait expliqué, mon plus gros problème aujourd'hui, c'était mon rythme de course. J'avais pas les pneus pour me battre. Et il avait dit voilà, et donc si on est dans cette situation-là, ben voilà ce qui arrive. Donc globalement, c'était pas de sa faute. C'est quand il ne peut pas faire la course, il ne sait pas gérer sa frustration et à un moment il s'énerve. Et il faut qu'il s'énerve sur quelqu'un, il faut qu'il passe ses nerfs sur quelqu'un. Là c'était Russell. Je pense que tout ça, c'est bon. Vous avez compris, je vais me faire un peu l'avocat de Max Verstappen. Tout ça, c'est aussi la conclusion d'une séquence qui est terrible. Et pour Max Verstappen et pour Red Bull, qui s'était mis dans une stratégie hyper agressive, 3 arrêts, pour essayer de rester au contact de McLaren, essayer de provoquer quelque chose, un peu comme il l'avait fait à Monaco, où quelque part il s'était mis en position de bénéficier d'une interruption de course qui stratégiquement était intelligent dans la mesure où c'était la seule façon pour eux d'essayer de passer devant les McLaren. Sauf que il y a ce problème mécanique pour Kimi Antonelli qui provoque l'intervention de la voiture de sécurité. Tout le monde repasse au stand et les derniers pneus qu'il reste à Max Verstappen, c'est un train de pneus durs. Et là, clairement, le choix, il n'a pas été fait avec lui parce que quand il ressort des stands, il dit « mais c'est quoi que vous m'avez mis ?» Alors qu'il lui restait aussi un train de pneus soft qui avait juste fait 4 tours en qualification. Peut-être que c'était la meilleure solution. Est-ce qu'on ne pouvait pas imaginer que le train de pneus avec lequel il était avait 7 tours ? Est-ce qu'en se retrouvant, s'il ne s'arrête pas, il se retrouve premier ? Alors évidemment qu'il va se faire avaler par Piastri et par Norris, mais est-ce qu'il n'a pas plus de chances de résister comme ça ? C'est facile, après coup, de dire... C'est assez étonnant, effectivement, d'être sur une stratégie assez volontariste et de dire à la fin, il nous reste que des pneus durs. C'est un petit peu étonnant de la part des stratèges de Red Bull. Je pense qu'ils se sont exposés en fin de course et que malheureusement, ça s'est retourné contre eux. Mais quelque part, ce n'est pas notre propos de juger de la bonne ou de la mauvaise stratégie, c'est simplement de faire l'historique de la montée en adrénaline de Max Verstappen. À la relance, on voit bien, la voiture, elle est incontrôlable. Dans la ligne droite, à la sortie du dernier virage, il n'arrive pas à remettre les gaz. Charles Leclerc le dépasse. Après, il se fait toucher aussi par George Russell. Et là, il y a aussi une autre petite erreur de l'équipe Red Bull qui demande tout de suite à Max Verstappen de laisser passer George Russell, alors que les commissaires ont dit après coup, non, ça nous paraissait correct. Donc il reste plus que quelques tours et je pense que le temps presse et Red Bull est obligé de prendre une décision au risque en fait de prendre 5 secondes de pénalité et là de sortir du classement carrément. Donc là c'était une pénalité qu'il ne pouvait pas gérer. D'habitude quand c'est en milieu de course on prend 5 secondes, on gère. Là, c'était plus tout pareil. Tu vois que la séquence, en fait, tout l'ensemble, Stéphane, tout l'ensemble de l'équipe est en train un petit peu de perdre un petit peu les pédales. Et puis, il y a donc cette action. Mais ils ont réagi honnêtement. En tout cas, ils ont anticipé une possible... Ils se sont dit, objectivement, qu'est-ce qui peut se passer ? Là, il va prendre une pénalité. Voilà. Alors que d'habitude, ils attendent. Et puis, à la radio, c'est non, il t'a rien fait.
on est en train de vérifier, etc. Il n'est jamais en tort. Ou alors, quand on lui porte préjudice, on lui dit, on lui met dans la tête qu'il est dans son bon droit. Et là, en fait, Red Bull devait choisir. Ils ont été honnêtes, voilà. Alors, ça s'est retourné contre eux parce que la FIA a dit sur la manœuvre de Russell qu'il était obligé de sortir de la piste, de couper, et puis il est resté devant, donc il a gardé sa position. C'est assez ironique, encore une fois. Exactement. C'est marrant. Et il se retrouve donc à être obligé en tout cas, on lui demande, son équipe, de laisser passer George Russell. Et pour moi, en fait, le contact avec George Russell n'est pas intentionnel. Je te donne mon interprétation de la chose. Pour moi, dans l'idée de Max Verstappen, c'est discutable dans l'esprit, mais je pense que c'était son idée. Il a voulu, à peine George Russell était repassé devant, reprendre l'avantage dans le virage numéro 5. Sauf que, alors on a isolé la séquence en caméra embarquée à bord de la Red Bull de Max Verstappen, et on n'a pas le droit de vous montrer la séquence vidéo, parce que les droits appartiennent à nos confrères de Canal+, et on n'a pas le droit de vous montrer la séquence vidéo. On a isolé, vous pouvez la retrouver facilement sur n'importe quel moteur de recherche. On a isolé quand même, pour moi, 4 moments qui expliquent un petit peu ce qui s'est passé. On est dans le virage numéro 4, donc le virage à droite qui est avant le gauche où il y a eu le contact entre les deux hommes. Et on voit sur les images, en fait, que la voiture, avec ses pneus durs, elle ne tourne pas. Regardez l'angle du volant par rapport à l'angle des roues. En fait, et ça ne prend pas. Ça ne prend pas. Et la deuxième action, c'est toujours dans ce même virage numéro 4, où là, comme il a forcé sur le volant pour tourner à droite et que ça ne voulait pas tourner, au bout d'un moment, la voiture, elle passe du sous-virage au sur-virage. Donc il la perd déjà dans le virage numéro 4. Ensuite, entre les deux, il laisse passer George Russell, il lui laisse à peine la moitié de la voiture, et une fois que George Russell est à peine engagé, il se dit bon là maintenant je reprends l'avantage. Et en fait, tu vois bien qu'il a exactement le même problème. La voiture, elle ne tourne pas. L'angle ça, il le sait déjà. L'angle du volant se permet de freiner est braqué, comme ça. Et la voiture ne. Parce qu'en fait, je pense qu'il a. Non mais à son tour, il a perdu de la lucidité et il a oublié qu'il était en pneu dur. Non, mais il était surtout en surchauffe. Et qu'il le fasse tout seul, moi, ça ne me pose pas de problème. Mais là, il a une voiture dans son environnement qu'il doit laisser passer. Et quand tu sais très bien, Gilles, on le voit, tu ne laisses pas une place sur une demi-ligne droite sur 200 mètres. Hein. Tu attends que le virage suivant soit passé par les deux voitures. Pour moi, et puis après, la course se reprend. Et donc, il en a trop fait. Et je vois même qu'il ne tourne même pas. Hein. Il essaie même pas de tourner. Quand il a le volant tourné. On a isolé l'image. Il a le volant tourné. Sauf que la voiture elle-même ne peut pas tourner parce qu'elle est en pneu dur. Oui, mais alors là, c'est pareil. Franchement, je pense que Verstappen est quand même suffisamment intelligent pour savoir qu'il prend un risque énorme. Ah, mais il le sait. Voilà. Il le sait. Donc, il le sait. Mais pour moi, il est un petit peu. Les anglo-saxons disent on steaming. Tu vois, t'imagines avec la vapeur qui sort par les narines et par les oreilles. Champion du monde, il n'est pas débutant. C'est aussi ça ce que moi je vois. Plus largement. Il est plus sous contrôle. Et ça, c'est encore le problème. Et quand je vois à l'arrivée, ça fait 3 points. On lui en laisse un sur sa super licence et on le laisse courir les prochains Grand Prix. Alors, oui, parce que du coup, il a un total de 11 points sur son permis de conduire. Et quand vous en cumulez 12, c'est un fonctionnement un peu particulier, hein, mais je vous le rappelle, hein, c'est l'inverse de nos permis en France. C'est-à-dire que nous, on a 12 points et à chaque fois qu'on fait une erreur, tout le monde dit qu'il lui reste qu'un point. On en perd. Voilà. En gros, il lui reste un point. Pour les 2 prochains Grands Prix, le Canada et l'Autriche, ils devraient récupérer normalement quelques points après le Grand Prix d'Autriche. Ça veut dire qu'à la moindre erreur au Canada ou en Autriche, il pourrait se retrouver suspendu. Plus largement, j'ai envie de dire que jusque-là, il résistait aux 2 McLaren, il restait au contact avec parfois de la maestria, on l'a vu au Japon. Là, on sent que le poids de tout ce début de saison s'est vraiment déversé et sur l'équipe et sur lui en l'espace de quelques minutes. Et au niveau du championnat, ça lui fait désormais quasiment 2 Grands Prix de retard. On le disait, il se maintient à un Grand Prix. Là, maintenant, il perd beaucoup là, dans l'histoire. Hein. Oui, il a 49 points. Il a 49 points de retard maintenant sur Oscar Piastri. Il devait marquer 12 points, il en marque 1 finalement. C'est de sa faute. Russell l'a dit, de toute façon, il se pénalise lui-même, il perd beaucoup de points, personnellement, et pour son équipe, qui va être encore en difficulté. Au-delà de ça, alors, si on regarde juste la composition en fait, des points qui lui ont été retirés depuis 1 an,
collision avec Norris, Autriche 2024, c'était logique. Il a forcé Norris 2 fois. Il y en a qu'un qui a été compté sur ses points. Donc 2 points pour l'avoir obligé à sortir de la piste à Mexico en 2024. Ça, c'était logique aussi. Je suis plus réservé sur le respect des temps de passage à faire et des écarts sous voiture de sécurité virtuelle en course. Il a pris 1 point pour ça au Brésil en 2024. Franchement, là-dessus, ça fait partie du genre de choses qui sont vraiment de la procédure presque abusive de la part de la FIA. On va chercher la petite bête. Donc là, ce point-là, pour moi, il n'est pas pour lui, il n'est pas pour l'équipe. C'est comme ça, même si au moment où il le fait, on lui dit qu'il est pas dans le delta, qu'il est en dessous. C'est-à-dire que il doit s'éloigner de Piastri et lui il dit juste, en fait, je voulais quand même être proche de lui pour le restart. Donc il sait qu'il joue avec le feu. Bon voilà. Après, conduite inutilement lente au Qatar en 2025, c'est ça, avec Russell en qualif. Et là, c'est pareil. Ça arrive à beaucoup de pilotes. Il a eu 1 point là-dessus. Et puis après, c'est des collisions. Piastri Abu Dhabi, c'est vrai que c'est pas non plus énorme. Ça vaut 2 points. Je suis un petit peu surpris. C'est un fait de course. Les conséquences peuvent être dramatiques. Bien sûr. Et puis 3 points pour Russell là. Mais je me dis quand même, quelque part, qu'en 8 jours, on a la définition même de ce qui est devenu la Formule 1. C'est-à-dire quelque chose qui est au-delà du sport. Mais je me dis qu'en 8 jours, on a vraiment eu la définition de ce qui est devenu la Formule 1, c'est-à-dire plus qu'un sport. C'est vrai que c'est devenu un sport qui va bien au-delà maintenant de ce qu'il était auparavant. Feu vert le dimanche, drapeau à damier. Le reste, c'est pour les tacticiens, les stratégies, le technico-tactique, etc. Maintenant, on voit des gens, des stars sur la grille de départ. Stefano Domenicali, qui est le patron en fait du détenteur des droits en Formule 1, a dit mais Monaco c'était parfait, vous avez vu le nombre de gens qu'il y avait sur la grille de départ, les bateaux qu'il y avait dans le port, on a parlé de nous de façon extrêmement positive et cette histoire de Grand Prix qui était d'une nullité mais confondante, on met ça de côté parce qu'on parle quand même de la Formule 1. Parce qu'il y avait des bateaux finalement, le slogan de la Formule 1 c'est presque devenu le pire est de laisser indifférent. Tu vois, on parle de nous, donc déjà c'est bien, sur les réseaux sociaux, etc. C'est-à-dire qu'on entretient l'actualité. Et puis là, je me dis, mais ça mériterait une suspension d'un Grand Prix à titre d'exemple. Mais si on fait ça, il n'y a plus de championnat. C'est fini. Donc ça veut dire qu'on veut quand même continuer avec un championnat et un bad boy, comme quand on regarde des séries, quand on regarde des films, c'est-à-dire le personnage qu'on adore détester et qu'on ne veut pas surtout qu'il disparaisse parce que on veut voir à quel point il est mauvais. Du sel. Voilà, tout à fait. Moi, honnêtement, Verstappen, c'est le bad boy dans l'histoire, c'est assumé. Red Bull a ce principe-là aussi depuis qu'ils sont arrivés en Formule 1. Bon, très bien. Et je vois que c'est un petit peu ça, mais ça méritait quand même une sanction plus sévère. Mais on lui met 3 points. Déjà, c'est beaucoup. Vincent Nolzi, qui était donc ancien pilote dans le collège des commissaires représentants des pilotes, a mis 3 points. Je pense qu'il ne pouvait pas aller au-delà. Et tout le monde est content. Max va devoir se tenir à carreau pendant encore 2 Grands Prix jusqu'au 30 juin, là où il récupère ses 2 premiers points. Mais il faudra aussi qu'il fasse attention par la suite. Après, c'est clair. Voilà, il lui restera en tout 3 points. Donc une incartade comme celle-là à Montmélo et c'est terminé. Pas à Montmélo, on y était. Oui, tout à fait, mais comme celle de Montmélo, ça fait 3 points, pardon. et là, c'est pareil. Alors, je te trouve un peu sévère, parce que, encore une fois, moi, je pense que c'est le non, contact. Mais tu sais, les tamponneuses, c'est pour la foire. Tu vois, c'est justement, ça. Pour moi, le contact n'était pas intentionnel, et maintenant, il va quand même falloir faire avec. Et se tenir effectivement, comme tu le disais, à carreau pendant au moins 2 Grands Prix pour le Néerlandais. On va parler d'un autre champion du monde qui a passé quand même un sale dimanche du côté de Montmélo, c'est Lewis Hamilton. Le poids du doute, j'ai envie de dire, dans l'esprit du Britannique. 7e au passage de la ligne d'arrivée, finalement 6e grâce à la pénalité prise par Max Verstappen. On lui a demandé de laisser passer Charles Leclerc en début de course parce qu'il n'avait pas de rythme. Et d'ailleurs, là-dessus, il ne s'est pas plaint de cette décision. Il a dit que l'équipe avait fait du bon travail. J'ai le sentiment qu'on a franchi
un cap dans le désarroi de Lewis Hamilton. Quand tu lis ses déclarations, déjà, il y a eu des interviews sur les antennes britanniques où vraiment il a répondu en un mot. Et en gros, ce qu'il a fini par dire, c'est voilà, qu'est-ce que vous allez faire pour régler le problème? Rentrez chez moi. La seule chose, c'était je veux rentrer chez moi. Et quand on lui demande son bilan du triple leader, qu'est-ce que vous retenez? Il répond absolument rien. Exactement. C'est vrai qu'il y a une forme de fatalisme maintenant. J'ai trouvé ça vraiment des messages très très négatifs. La pire course que j'ai vécue en matière d'équilibre, je reprends cette phrase qu'il a dit aussi à Riccardo Adami dans le tour de décélération, quelque chose ne va pas avec cette voiture. Et puis, des choses encore, moi, qui m'interpellent encore plus. À un moment, on lui demande qu'est-ce que Ferrari peut faire pour améliorer? Est-ce qu'ils vont trouver des solutions? Non, je ne pense pas qu'ils vont trouver. Ça vient peut-être de moi, quand on est septuple champion du monde. Moi, et j'étais déjà interrogé là-dessus au bout de 2-3 Grands Prix, parce que il ne part pas du principe que le problème, c'est Ferrari. Il est venu chez Ferrari pour comprendre comment la voiture fonctionne. Ils ont changé des éléments de design, l'avant pour qu'il chauffe un peu plus les pneus, pour se conformer un peu plus à son ADN de pilote, et puis ça ne marche pas du tout. La voiture est erratique du samedi au dimanche, elle est changeante, et ça c'est ce qu'a avoué aussi Fred Vasseur, mais... Et Fred Vasseur a même dit une autre chose, je me permets de te couper Stéphane, le Français qui a dit qu'il y avait eu un souci sur la voiture lors du relais qui a précédé l'intervention de la voiture de sécurité. Il n'a pas précisé exactement quelle était la nature du problème qui avait ralenti Lewis Hamilton. Est-ce que c'était un mauvais train de pneus? Ça paraît curieux parce qu'il avait utilisé un train de pneus rodé. Donc, s'il y avait eu un problème sur ce train de pneus, on l'aurait vu sur la première utilisation. Donc, a priori, peut-être plus un problème sur la voiture. Il s'est beaucoup plaint dès le début du Grand Prix du comportement du train arrière. En essai libre aussi. Descente de rapport, boîte de vitesse, problème. Un problème d'aéro aussi qui lui coûtait 2% d'appui, donc c'est ce qui est énorme. Ça veut dire que peut-être qu'on se met dans le rouge pour rechercher de la performance, un peu comme Mercedes, de toute façon, les moteurs cassent. Il y a une raison. C'est qu'on va chercher les chevaux. Tout à fait. Mais alors, à sa décharge, pour Lewis Hamilton, je trouve qu'il se concentre sur la course. Et c'est ça, pour lui, ce qu'il retient. Franchement, il n'a pas tellement envie de flamber aux essais, même si une 4e place sur la grille, normalement, à Monaco, avant sanction, par rapport à une voiture qui a un comportement difficile, c'est quand même brillant. Honorable. Et ce que je regarde, surtout, c'est la différence en fait entre sa position sur la grille et sa position à l'arrivée depuis le début de la saison. On voit qu'en Australie, il perd 2 places. En Chine, il perd 1 place avant d'être disqualifié. Et puis, là, il y a une bonne série, Japon, Bahreïn, Miami, Imola et Monaco, où il gagne des places par rapport à sa position de grille. 1 au Japon, 4 à Bahreïn et à Miami, 8 à Imola. Et puis 2 à Monaco, alors quand tu es très très mal qualifié, forcément tu peux reprendre 8 places, mais il les reprend. Ces places sur un circuit qui n'est pas facile quand même. Imola, c'est un test, c'est au révélateur quand même. Donc il arrive quand même à surperformer, à sortir quelque chose de cette voiture parce qu'il est cette fois champion du monde. Mais on sent que ça lui coûte en énergie et en influx. Et là, à la fin de ce triple header, on le sent un petit peu affecté, un petit peu fatigué en fait, nerveusement. J'ai l'impression. Tu le dis, Gilles, ils ont envoyé les temps de réaction sur le départ. 52 centièmes pour Lewis Hamilton, 32 centièmes pour Charles Leclerc, qui était plus dans les standards de ce qui se fait. Tu dis, est-ce qu'il est encore là? Parfois, il me rappelle un petit peu Michael Schumacher dans ses années Mercedes. Où tu as l'impression qu'il n'était pas complètement focus, concentré sur certaines choses et où ça sentait un peu la retraite. Bon. Statistiquement, on n'en est pas là pour Lewis Hamilton, mais c'est un petit peu inquiétant quand même. On a fait 9 Grands Prix sur les 24 de la saison et statistiquement, là, ce que tu viens de dire, c'est plutôt positif pour Lewis Hamilton. On s'est même demandé, est-ce que c'est finalement en deçà de ce qu'il a fait l'année dernière, à la même époque, après 9 Grands Prix chez Mercedes? Eh bien, figure-toi qu'il est même un peu mieux. Voilà. L'année dernière, alors après 9 Grands Prix, 0 pole, 0 victoire, mais 55 points. Et là, chez Ferrari, il a 71 points, ce qui est quand même mieux et qui n'est pas très très loin quand même de Charles Leclerc qui a rentré 94 points. Donc le delta n'est pas si énorme que ça. Bon. Mais par contre, c'est sur la qualification.
on allait y venir peut-être. Sur les duels en qualif, c'est là où c'est un petit peu plus gênant, parce que l'année dernière, il était dominé par George Russell. Cette année, il l'est encore par Charles Leclerc dans des proportions même assez importantes, c'est 7-2. Je crois que l'an dernier, c'était 8-1 par rapport à Russell. Donc là-dessus, il n'est plus tellement un pilote rapide sur un tour, ce qui a longtemps fait sa marque de fabrique. Exactement. Si on élargit la focale, Stéphane, on aime bien, nous, regarder l'histoire de la Formule 1. Et pour l'instant, il est un petit peu en retard sur les temps de passage par rapport à ses illustres prédécesseurs champions du monde qui arrivent chez Ferrari. La question, c'est est-ce qu'il va réussir son pari d'être champion du monde avec Ferrari? Et pour l'instant, on a l'impression que ça n'en prend pas du tout le chemin. Pour une raison aussi simple et technique, c'est que là, la voiture donne l'impression de prendre du retard. 5 dixièmes en qualif sur un tour qui fait à peu près une 10, une 11, c'est beaucoup, c'est énorme. Et tu as l'impression qu'ils ne rattrapent pas le temps perdu et qu'ils vont lâcher sur le développement. Et l'inquiétude, c'est la valeur de la voiture l'année prochaine. Et si la voiture est ratée l'année prochaine, je ne vois pas le directeur technique poursuivre en 2027. Il faudra quelqu'un d'autre. Et qui fera la voiture ? Est-ce que la voiture aussi, ils auront le temps de la corriger pour 2027 ? Ça veut dire que là, 2026 dira tout et on saura peut-être l'an prochain si Lewis Hamilton a gagné son pari ou pas de devenir champion du monde chez Ferrari. Mais j'ai regardé, Gilles, quand même, quand un pilote champion du monde a rejoint Ferrari, c'était pas souvent pour le meilleur. Après 9 Grands Prix, c'est ça. Il y avait des résultats. C'est là que c'est intéressant de comparer. Qui étaient assez intéressants. On voit que les pilotes champions du monde qui ont rejoint Ferrari ont gagné la première année, à part Farina, champion du monde en 1950, il a aucune victoire. Mais autrement, Fangio, Prost, Schumacher, Alonso et Vettel gagnent assez vite avec Ferrari, ce que n'est pas capable de faire Hamilton pour l'instant. C'est un petit peu inquiétant. Et ils n'avaient pas des voitures dominatrices. Pas tellement, non, bien sûr. Mais là, alors Ferrari a quand même gagné des Grands Prix l'année dernière, donc on a quand même de bonnes raisons de penser que les 2 dixièmes qui leur manquent, franchement, peuvent se trouver quand même quelque part. Là, Hamilton a dit c'est vraiment de l'exploitation, c'est des réglages, c'est là-dessus qu'ils mettent le. Alors ils vont peut-être trouver le loup qu'il y a dans cette voiture, parce que tu disais dans le tour de rentrée, ils trouvaient que quelque chose n'allait pas sur cette voiture. Donc c'est certainement de ça dont il parlait. Et puis, quand je regarde la première saison d'un champion du monde chez Ferrari, eh bien oui, tous ces pilotes ont au moins 2 victoires, 3, 4 ou même 5 pour Prost en 1990. Seul Farina n'en avait pas. Et il y a même Fangio qui arrive chez Ferrari, il est champion du monde. Ça se passe très mal avec Enzo Ferrari, il repart, mais il est au moins champion du monde. Et de tous les champions du monde qui ont rejoint Ferrari, il n'y en a que 2 qui ont été champions du monde avec la Scuderia. C'est Fangio, sa première année, sa seule année, et Schumacher dans sa 5e année quand même. Ça a été Donc là, le mot d'ordre peut-être pour Lewis Hamilton, c'est patience. Exactement. Est-ce qu'il a le temps d'être patient, Lewis Hamilton? Ça, c'est une autre question. Alors, après course, Fred Vasseur a quand même insisté sur le fait que Lewis Hamilton, il avait fait les 2 tiers de la course devant George Russell et que finalement, un petit peu comme Max Verstappen, Lewis Hamilton, il a été piégé par l'intervention de la voiture de sécurité qui lui a coûté beaucoup. Dans le même temps, on entend, je ne sais pas si on peut parler de cette rumeur qu'il y aurait eu des contacts entre la Scuderia Ferrari et Christian Horner. Tu as un avis ? Je pense que oui, parce qu'Horner a dit c'est toujours flatteur d'être contacté par d'autres équipes. Donc il n'a pas dit non, c'est des histoires, c'est de l'invention. Il n'a pas dit ça. Ça met aussi la pression sur Fred Vasseur. Horner, il est assez honnête dans ses. Il communique en creux. Et quand il dit ça, il faut savoir lire entre les lignes. Ça veut quand même dire que Ferrari l'a appelé. Bon, s'il y va un jour... On est sûr de ça. C'est pas que je suis sûr, mais il ne l'a pas démenti formellement. Et on est un peu dans un processus, le même processus que lorsque Ferrari tâtait le terrain avec Lewis Hamilton de temps en temps. Mais Lewis Hamilton, là, ce qu'on voit aussi de plus en plus, c'est qu'il a plus fui Mercedes l'année dernière qu'il n'a réellement épousé la cause de Ferrari. Il s'est dit...
c'est la plus belle équipe, j'y vais parce que c'est un challenge exceptionnel, mais est-ce que c'était le plus judicieux? Là, on commence à s'apercevoir que peut-être pas vraiment. Bon, en tout cas, j'avoue que je suis impatient de voir Lewis Hamilton au Canada. On sait déjà que c'est un endroit un petit peu particulier pour Lewis Hamilton, parce que c'est là qu'il a remporté sa première victoire, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Là où il a gagné énormément. C'est là aussi où il avait égalé le record de pole position en fait de Senna, où il avait reçu. Enfin, il y a des choses qui sont émotionnelles autour de ça. Et puis il va avoir là quelques jours, quand même une bonne semaine pour se recentrer, se requinquer, parce que vraiment, les mots qu'il emploie, c'est les mots de quelqu'un qui est usé. Ouais, et puis quid de l'avenir de la collaboration avec Riccardo Adami, ça c'est autre chose quand même, parce que c'est le coup de 3 places au Grand Prix de Monaco sur une mésentente. Après, il est caustique aussi de temps en temps, Lewis Hamilton, avec Riccardo Adami. Et le courant passe pas bien. Non. Et je trouve que la collaboration, ça doit vraiment être quelque chose d'assez intime. Un pilote, il parle peu et il doit être compris tout de suite. Et tu as l'impression qu'il y a une sorte de flottement dans l'esprit chez Ferrari, qui ne savent pas bien et ça peut ne pas coller. Ça peut ne pas coller entre un pilote et un ingénieur, sans que ce soit la faute soit du pilote, soit de l'ingénieur. On ne jette pas la pierre ni à Lewis Hamilton, ni à son ingénieur, mais c'est vraiment une question d'alchimie. C'est un couple, en fait. Adami a très bien travaillé pendant des années avec Sébastien Vettel. Ouais. Donc collaboration fructueuse. Donc là-dessus, c'est un petit peu compliqué. Sauf que Vettel, sa langue maternelle, c'était pas l'anglais. Donc quelque part, je pense que le langage entre les deux passait. Là, il y a des moments où on a l'impression que ça. Il parlait couramment italien de l'époque Toro Rosso. Donc là, ça rapprochait les gens. Et je ne pense pas non plus que Lewis Hamilton parlera italien à la radio ou avec son équipe. Il restera sur ses bases anglaises. Et c'est aussi un petit peu ça son problème, c'est qu'il a une culture, il est très très imprégné. C'est peut-être ce qui gêne aussi, Christian Horner l'a dit en forme de boutade, mon italien est pire que l'anglais de Flavio Briatore, donc vous comprenez que je n'irai pas là-bas. Bon, on verra. Mais Lewis Hamilton, oui, il a des problèmes, comportement. Là, il a dit en fait l'équilibre de la voiture s'est évanoui tour après tour. Ouais. Donc c'est ça qui est un petit peu inquiétant, il ne trouve pas le grip. Ça glisse partout. Il n'a pas la même voiture du samedi au dimanche. Il ne la reconnaît pas avec les différentes charges d'essence, avec les différents types de pneus. C'est un problème qui est énorme. Et je pense qu'il est en train d'oublier complètement ou d'essayer d'oublier. Il a fait un trait sur 2025. On va parler de nos Français maintenant, puisque on a fait quand même 9 Grands Prix sur les 24 de la saison. Et que on a eu un changement de hiérarchie, puisque Isaac Adjar, avec les points qu'il a ramenés grâce à sa 6e place au Grand Prix d'Espagne, est passé donc 9e du championnat, devant Esteban Ocon. Et il devient donc le meilleur Français du championnat 2025 de Formule 1. Alors de pas grand-chose, 21 points pour Isaac Adjar, 20 pour Esteban Ocon. Pierre Gasly un petit peu plus loin, 14e place avec un total de 11 points. Alors je pense que c'est le moment de faire un bilan, Stéphane, de cette première partie de saison pour nos tricolores. On commence par Isaac Adjar, donc par exemple, en se disant que moi j'ai le sentiment, plus que la place absolue de Isaac Adjar, c'est surtout la dynamique que je trouve intéressante. Là sur ce triple header, donc en Émilie-Romagne, à Monaco et en Espagne, il n'y a que 6 pilotes qui ont marqué lors des 3 Grands Prix. Et il fait partie de ces 6 pilotes. Il est Bien avec sûr. Piastri, Norris, Verstappen, Leclerc et Hamilton. Pas mal. Ouais, c'est fort. Donc là, la dynamique me paraît vraiment intéressante. Au total, ça fait donc 5 Grands Prix qu'il termine dans les points sur 9. Sachant qu'il y a eu cette erreur en Australie qui lui a même privé de prendre le départ du Grand Prix. J'ai envie de dire très très intéressant début de carrière pour Isaac Adjar. Toi, tu vas nous dégager un plus pour chaque Français. C'est quoi le plus de Isaac Adjar ? Pour moi, c'est qu'il est capable d'appliquer, mais vraiment de façon méticuleuse, les stratégies qui sont mises en place. Tel rythme pendant tant de tours, avec tes pneus, pas de grainage aussi, faire attention, etc. Le tout en attaquant, en se défendant, en se faufilant dans le trafic. Il a fait très très peu d'erreurs.
Cette année, sortie de piste, a tapé un petit peu à Imola, je crois, si mes souvenirs sont exacts. Alors, il y a eu cet épisode, n'importe qui d'autre aurait pu se faire piéger à Melbourne. Le reste, c'est vraiment très propre. C'est une super copie là qu'il est en train de rendre. Je pense aussi que la Racing Bull, c'est une bonne voiture, franchement, qu'elle est saine et que il arrive à prévoir son comportement, ce qui doit l'aider beaucoup. C'est exactement le mot que j'allais employer. Elle est prévisible, cette voiture. Et c'est vraiment quelque chose de très important pour Mais il est extrêmement performant en qualification. Là, je vois par exemple, il a été 5 fois le meilleur français sur la grille, 4 fois pour Gasly et 1 fois pour Ocon. Il a 5 présences en Q3. Autant que Gasly, 2 pour Ocon, et puis il n'a pas non plus de problème de rivalité en qualification. Donc je vois ces duels, il les mène 6-1 par rapport à Lawson. Ocon aussi domine Berman 6-2. Gasly en est à 3-0 par rapport à Colapinto. Mais là-dessus, sur un jeune qui découvre l'environnement de la Formule 1, un sport qui est quand même technologiquement extrême, qui a des demandes extrêmement élevé en termes de performance et de préparation. Franchement, c'est juste énorme. Il était en Formule 2 l'année dernière. Il a fait un step, mais juste gigantesque. En quelques secondes, je pense qu'on pourra évoquer de nouveau le sujet peut-être un petit peu plus tard dans la saison. On entend que, pourquoi pas, aller chez Red Bull pour Isaac Hadjar. J'ai envie de dire, ça serait très tôt, ça serait trop tôt. Il a fait une bêtise en disant qu'il était prêt à sauter dans la Red Bull au bout de 4-5 Grands Prix. Je pense que c'était l'euphorie ou en tous les cas l'enthousiasme. Il ne faut surtout pas qu'il fasse ça parce que ça peut aller très vite. Après, la carrière, elle peut être cataloguée sur une voiture qui est très très pointue. Il ne faut surtout pas y aller. On n'a qu'à voir ce que donne Tsunoda aussi. Il était emballé par y aller. C'était la chance de sa vie. 4 ans d'expérience à Faenza. Et puis là, tu vois, il est absolument nulle part. Non. Il ne faut pas y aller, Isaac, pas tout de suite. Faut attendre que la voiture soit un petit peu plus constante, moins pointue, etc. Enfin, bon, l'an prochain, il y aura d'autres enjeux, mais la difficulté, c'est que de toute façon, Tsunoda est plus que sur la sellette, et au minimum, il sera plus dans la voiture l'an prochain, et peut-être même après le break, si ça ne décolle pas. Marco, c'est pas quelqu'un qui fait des sentiments, c'est quelqu'un qui aime faire des paris pour dire bon, on va voir ce qu'un jeune a dans le ventre et puis on le met dans la grosse voiture. Attention à pas lui brûler les ailes. Non. C'est finalement peut-être le plus gros danger pour Isaac Hadjar. Absolument, on est d'accord. Tout à fait, parce que on voit Pierre Gasly où est-ce qu'il en est maintenant. Il a mis quelques années quand même à se remettre de ça. Ouais. Voilà. Alexander Albon aussi. Et qui est chez Williams et qui fait du très très bon travail par la volonté de Red Bull et d'Helmut Marko qui a mis un point d'honneur à lui retrouver une place en Formule 1. Autrement, Albon était perdu pour la Formule 1. Clairement. Bon, alors, donc c'est un énorme... En fait, paradoxalement, c'est ça, cette réussite-là, elle l'expose finalement à se retrouver... Il faut continuer d'apprendre, 1 année, 2 années, et c'est surtout pas une régression de rester là où il est, c'est... emmagasiner de l'expérience, connaître les circuits, c'est plein de choses comme ça. Même un garçon comme Piastri, il dit j'apprends encore beaucoup sur les circuits. Il y a des choses qu'on mettra en place pour Monaco l'an prochain, etc. Et il sait déjà qu'il a encore une marge de progression. Il y a un pilote sur les 10 premières années de sa vie en Formule 1, il évolue énormément. Et c'est pas sur les 2 premières saisons qu'il faut partir à l'aventure. Les bons évoluent et les bons évoluent. Les autres survivent. On passe à Esteban Ocon. Esteban Ocon, donc 10e du championnat avec un total de 20 points, donc il est juste à 1 point derrière Isaac Hadjar. Il a terminé 3 fois dans les points sur ses 9 premiers Grands Prix. J'ai envie de dire, la problématique d'Esteban, c'est l'inconstance de la Haas, qui en fait a une fenêtre d'utilisation qui est très très étroite. Et tu vois, on disait que la Racing Bull c'était une voiture plutôt prévisible. On sait comment elle va réagir quand on la modifie. Et c'est un peu l'inverse chez Haas. Je suis allé voir toutes les évolutions que Haas a mis sur la voiture depuis le début de la saison. Et c'est... L'aéro est régulièrement modifié. Le plancher, il a été revu pour le Japon lors du 3e Grand Prix de la saison pour essayer d'abaisser un petit peu la hauteur de caisse. Ce qui ne fonctionnait pas avec lui. Oui. Ça fonctionnait avec Berman, mais lui ne pouvait pas rouler aussi bas. Alors, il y a eu de nouveau un plancher modifié à Imola, donc au début du triple header. Et on sent que
cette équipe As, qui est valeureuse, hein, sincèrement, mais qui est la plus petite, clairement, du plateau, n'arrive pas à cerner, en fait, le fonctionnement aéro de cette auto. Elle a un comportement très, très erratique d'un Grand Prix à l'autre, d'une journée à l'autre. Tu disais qu'elle avait une fenêtre de fonctionnement très étroite, parfois elle n'en a pas du tout. Oui. Bon, c'est pour ça elle est tellement étroite qu'il ne la trouve pas. C'est clair. Ce que je retiens parmi les 3 Français, c'est que c'est lui qui a obtenu le résultat le plus brillant, une 5e place quand même en Chine, c'est génial, franchement honnêtement, là voilà. Isaac Adjer, c'était 6e à Monaco, Gasly c'était 7e à Bahreïn, tout ça c'est du solide. Et puis, il y a 2 choses, effectivement tu dis c'est une écurie qui est considérée comme la plus petite du plateau, mais qui a scellé quand même un accord avec Toyota qui envoie des ingénieurs qui commencent à injecter vraiment de la connaissance, de l'ingénierie dans la voiture et qui prépare aussi 2027. Je ne serais pas surpris, 2026, je ne serais pas surpris que cette voiture passe un cap quand même. Alors ils sont en train un petit peu de se détacher, on ne sait pas exactement où est-ce qu'ils sont entre Ferrari et Toyota, c'est une étrangeté quand même parce que la voiture est sous-traitée auprès de Ferrari encore, mais les Japonais commencent à prendre un petit peu plus d'envergure dans cette équipe. Et puis donc c'est un investissement à 3-4 ans, quoi. Donc il a signé quand même un contrat, je crois, si on a bien compris, de 3 ans. Donc il se laisse le temps. Puis il y a quelque chose aussi qui est très intéressant, c'est sa collaboration vraiment avec Laura Muller, son ingénieur de course, qui travaille énormément, qui laisse passer aucun détail, qui a une éthique de travail forte et qui convient complètement à Esteban, qui dit effectivement je suis absolument demandeur, elle est géniale. Et on est parti pour une super collaboration et c'est pour ça que des fois ça fait une 5e place en Chine parce que ils ont tout mis bout à bout. La voiture, elle est bien une fois sur 2, à peu près. C'est ce qu'on comprend depuis le début de la saison. Mais là, quand elle est bien, il peut en extraire des choses vraiment très intéressantes. Là, il n'a que 2 présences en Q3. C'est difficile quand même. Hein. Quand tu pars 13e, 14e, 15e, bon, pour aller chercher des points, c'est pas génial. Si je regarde même, Gilles, je te coupe juste un petit instant. Dis-moi. Notre grille de départ type qu'on vous propose de temps à autre, régulièrement, c'est la photographie en fait de toutes les grilles de départ depuis le début de la saison. On a Adjer 9e, il est rentré dans le top 10. Gasly qui était à la porte de ce top 10, il est 11e et Ocon est 15e. Ça veut vraiment dire que c'est dur, dur le samedi sur un tour. Ok, mais intéressant quand même parce que ça veut dire qu'il gagne des places, il gagne des places en course et on sait que Esteban il a cette qualité. Quand il y a un coup à faire, ça fait partie de ces garçons qui savent tout de suite être clutch, comme disent les anglo-saxons, et aller chercher l'action qu'il faut le jour où la voiture lui permet de le faire. C'est ce qu'il avait fait en Chine. On verra si ça sera le cas au Canada. Pierre Gasly, 14e du championnat, 11 points. Clairement, c'est le Français le plus en difficulté. 3 fois dans les points cette saison. Contexte très compliqué du côté de chez Alpine avec une équipe qui a perdu son team principal, Oliver Hawks, pour des raisons personnelles, qui a changé de coéquipier, avec Flavio Briatore qui gère cette équipe. Alors il a quand même la confiance de Flavio Briatore quand on lui demande si Pierre Gasly est un bon pilote et si il serait capable d'être champion du monde. Oui, avec une meilleure voiture et une concentration plus importante. Hein. Tu remarques que quand il fait un compliment, il met quand même une petite tape derrière la tête. Il peut être ce pilote. La saison dernière, ses 4 dernières courses ont été très bonnes. Pour moi, il y a Verstappen tout en haut, derrière Pierre, Charles Leclerc et quelques autres. La vitesse, tu l'as ou tu ne l'as pas. Pierre, il l'a. Ok. Meilleur qualif d'un Français, 5e quand même, c'est beau, hein. Place une Alpine, 5e sur la grille. À Bahreïn, c'est là où il avait obtenu un très beau résultat aussi avec son ancienne équipe, avec Faenza. Alors, il m'inquiète un petit peu parce que là, il dit qu'il attend vraiment 2026 avec impatience pour voir vraiment le projet Alpine se mettre en place. C'est aussi un peu la saison de la dernière chance. Si elle ne fonctionne pas bien, je pense qu'il sera temps d'essayer d'aller voir ailleurs. Franchement, honnêtement, je te le dis comme c'est, parce que ce sont des promesses sans cesse, jamais tenues. Aujourd'hui, Alpine est 10e du championnat. Ils se sont fait doubler par Sauber. Je ne vois pas où est la progression là-dedans. Depuis un an, sous la gouvernance de Flavio Briatore. On en a parlé. Voilà,
qui nous explique que tout est en place, que ça va être formidable. Ça fait depuis 2016 que Renault nous promet de faire monter son équipe en puissance. Bon, voilà. Mais donc, je reviens à ce que tu disais pour Pierre. Il a 29 ans. Ça veut dire que l'année prochaine, il en aura 30. Si ça ne fonctionne pas, derrière, pour aller trouver un volant dans une équipe qui peut lui permettre de gagner des Grands Prix, de jouer un titre, parce que clairement, il a le niveau, ça va commencer à être un petit peu court. Il y aura des pilotes en fin de contrat. Hein, donc, mais il faudra qu'ils mettent aussi ça dans la balance, parce que il est arrivé chez Alpine en 2023. Ça doit être ça. Oui. Si je ne me trompe pas, ça veut dire que ça fait quand même depuis quelques temps qu'il est dans cette équipe, il la connaît très bien, il est à la base du projet, mais derrière, ça ne suit pas. Donc c'est ça qui m'inquiète un petit peu. Et puis, là où je suis un petit peu surpris, c'est qu'on ne retrouve pas la même dynamique qu'on a eue par rapport à la deuxième partie de saison l'an dernier. Je pensais vraiment que Alpine allait franchir un palier là-dessus, surtout que là, cette année, c'est plus vraiment une course au développement. Les grosses équipes essaient de rationaliser ce qu'elles ont en pensant à 2026. Et là, je trouve que ça stagne techniquement. Bon. Mais on verra l'année prochaine avec toujours, le moteur Mercedes. C'est ça, l'impression que Pierre Gasly surperforme quand même régulièrement. Il n'y a qu'à voir aussi ce que fait Colapinto. À côté, il est sur certains Grands Prix absolument fantomatiques, inexistants. Est-ce que c'est vraiment une comparaison utile pour Pierre ? Je pense pas, honnêtement. Heureusement qu'il a largement l'ascendant sur un garçon comme Colapinto. Voilà, à suivre au Canada pour le pilote Alpine également. Bah justement, le Canada, parlons-en, Stéphane, ça sera le 10e Grand Prix de cette saison, avec peut-être déjà vous proposer le programme. Les essais libres vendredi 13 à partir de 19h30, la première séance d'essais libres à 19h30, la deuxième à 23h. Ensuite, samedi 14, essais libres 3 à 18h30, les qualifications à 22h. Enfin, le Grand Prix aura lieu évidemment dimanche à 20h, ça vous laissera de quoi vous remettre des 24 heures du Mans, parce que je vous rappelle que le gros événement de ce week-end-là, c'est les 24 heures du Mans, donc les 14 et 15 juin. Et même si ça tombe le même week-end, à chaque fois on rage un peu, mais au moins c'est pas en concurrence et il y a moyen de voir les deux. Et la question, ce sera... Avec un Canadien ou pas sur la grille ? Sur quel circuit pilotera Felipe Drugovich ? Ah oui, Ah bah il y en a quelques autres. Tu peux poser la même question pour Stoffel Van Dorn, parce que finalement ils sont deux pilotes réserves chez Aston Martin. Van Dorn qui est pilote Peugeot en championnat du monde d'endurance, qui est sur la liste de départ des 24 heures du Mans pour Peugeot. Felipe Drugovich, il l'est chez Cadillac. Ouais. Parce que, en fait, voilà. Parce que Lance Stroll est blessé. Est-ce qu'il sera remis le Canadien ? Alors, il a fait la qualification samedi en Catalogne, et dans la foulée, quelques heures plus tard, ils ont annoncé qu'il était de nouveau blessé au poignet et qu'il ne pourrait pas faire le Grand Prix. C'est pour ça d'ailleurs que Drugovich n'a pas roulé, alors qu'il était là, le Brésilien, mais simplement, si vous ne faites pas la qualif, vous ne pouvez pas faire le Grand Prix. Alors, il y a des histoires comme quoi il se serait énervé dans le garage. Est-ce que c'est en tapant sur quelque chose qui s'est de nouveau fait mal au poignet ? Il s'était fait opérer, il avait loupé le début de la saison, c'était en 2023, 24, je ne sais plus, 24. Et est-ce qu'il sera remis pour le Grand Prix, pour son Grand Prix national ? Ça sera une des questions avant cette épreuve. Van Dorn, j'y crois pas trop. Moi, j'aimerais quand même voir Felipe Drugovich, brésilien, champion de Formule 2 en 2022, qui a l'inconvénient d'avoir été champion dans sa 3e saison. C'est pour ça que la Formule 1, le paddock ne le considère pas tellement. Quand il tourne en essai libre, je trouve qu'il sort des très bons chronos. J'aimerais vraiment le voir sur un circuit en grandeur nature, sur 3 jours. Et puis sur Canada, un circuit comme ça, circuit de pilotage. Intéressant, effectivement, pour voir, parce qu'on découvrirait peut-être un pilote qui a été injustement déconsidéré. Et puis il y a aussi Valtteri Bottas qui pourrait suppléer Lance Stroll s'il ne pouvait pas piloter. Voilà, on verra. Mais le Canada, c'est l'un des grands prix à suivre. Tous les ans, il se passe des choses folles là-bas. Ça fait partie de ces circuits générateurs d'histoire. Tout à fait. Moi, je me souviens d'une édition 2012, l'un des plus grands
l'une des plus grandes courses du point de vue stratégique. À 15 tours de la fin, on a 5 pilotes sur 3 stratégies complètement différentes. On ne sait absolument pas qui va l'emporter. Et c'est un petit peu ça le Grand Prix, c'est-à-dire une usure des pneumatiques quand même assez prononcée parce qu'il y a des grosses zones de freinage. Et là, il faut gérer. Et puis, il ne faut surtout pas être fourmi, il faut plutôt être cigale, il faut attendre. C'est un Grand Prix de patience. Et en même temps, il y a des zones de freinage, il y a beaucoup d'actions. C'est assez spectaculaire. Malheureusement, sur les 8 dernières éditions, c'est le poleman qui l'a emporté. Donc là, il y a quand même une prépondérance, une prime à la pole. Et puis, c'est le retour quand même des pneus tendres, très tendres. Les plus tendres de la gamme, c'est 4, c'est 5, c'est 6. Donc, Mercedes va peut-être encore souffrir, je ne sais pas. Et puis, on verra effectivement quelle tournure va prendre maintenant cette suprématie de McLaren, parce que ce qui manque à Piastri, c'est de faire encore 2 ou 3 bons Grands Prix pour se détacher de Norris, parce qu'il y a un petit peu un jeu de balancier depuis le début de la saison. Ah, il était revenu Norris, hein, et là voilà, maintenant il n'y a que 10 points d'écart entre Piastri tout à fait, et Norris. Il n'arrive pas à le semer. Alors moi je suis intéressé de voir, qu'avec cette perspective, qu'est-ce que Piastri peut donner sur un très beau circuit comme Montréal. Et puis c'est étonnant, après on va s'arrêter là-dessus, avec Zak Brown qui a dit ça serait bien si la décision était faite rapidement. Oui, on comprend pourquoi, comme ça au moins ça lui évite à lui finalement d'avoir à trancher, parce qu'au niveau du classement des constructeurs, c'est presque déjà fait pour McLaren. 362 points pour McLaren, 165 pour Ferrari, plus du double de points. Donc maintenant, quelque part, le rôle de Zak Brown, ça va être d'arrêter de siffler la fin de la récré et de dire on gèle les positions. Avec 10 points, tu ne peux pas le faire. Avec 10 points d'écart, tu ne peux pas le faire. Donc il aurait besoin qu'il y en ait un des deux qui se détache pour ne pas avoir le mauvais rôle à jouer. Zach, il va peut-être falloir que tu travailles ce point-là, parce que c'est ce qui risque de t'arriver. On a presque tout dit. Je vous rappelle quand même les horaires. Les essais libres 1, vendredi 13 à 19h30. La deuxième séance à 23h. Samedi, la troisième séance d'essais libres à 18h30. La qualif à 22h. Dimanche 15, le Grand Prix à 20h. Et évidemment, avant ça, le plus simple, c'est de vous mettre sur Eurosport à partir du samedi 14 pour les 24 heures du Mans, édition encore plus folle que l'année dernière. À chaque fois, on croit qu'on a touché un pic et on en rajoute encore du côté du Mans à suivre en direct, en intégralité sur les antennes d'Eurosport. On en reparlera évidemment et de ce Grand Prix du Canada et des 24 heures du Mans le mardi suivant. Là, j'ai vraiment le sentiment qu'on a tout dit, Stéphane. Alors, je te propose qu'on se retrouve après ces 2 épreuves. D'ici là, on coupe le contact.